On va passer à la quatrième et dernière section des présentations. Essentiellement, ici, on va parler de jeux et de simulation, donc d'environnement plus dynamique. Et Pierre Majoric va nous présenter tout ça. Merci beaucoup, Sylvain. Les environnements dynamiques. On a parlé beaucoup de sites web depuis le début de la soirée. D'une certaine façon, les sites web, il y a la facilité d'être capable de comprendre le comportement du consommateur dans les changements de page. On a toujours dans la navigation des marqueurs très précis du comportement de navigation d'une page à l'autre. Et ensuite, la plupart des compagnies fournisseurs de kilométrie ont des logiciels qui sont adaptés à des contextes de navigation web. Et la majorité des logiciels vont permettre de pouvoir cibler très, très bien des aires d'intérêt sur des pages et on va utiliser l'adresse de la page comme marqueur pour être capable de savoir sur quelle page la personne regardait. Les environnements dynamiques, comme des jeux, par exemple, des simulations, ça pose un problème parce qu'on n'a pas ces marqueurs-là de changement de page, puis on doit utiliser des actions de la personne qui est en train d'interagir avec le jeu, avec une application d'affaires, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Le premier exemple que je vais vous fournir, c'est dans un contexte d'interaction avec une application d'affaires qui s'appelle SAP et dans le contexte d'une simulation qu'on a développée ici à HEC Montréal il y a quelques années qui s'appelle ERP Sim, dont je suis le concepteur. ERP Sim est utilisé maintenant dans 200 universités à travers le monde. On a 20 000 étudiants par année qui jouent au jeu. Et c'est une simulation d'affaires qui permet à un gestionnaire, comme Félix ici, d'apprendre à utiliser une application d'affaires comme SAP. Le logiciel génère des données et, qui sont en rétroaction et les décisions que Félix prend, ce soir, Félix fait des décisions en matière de gestion d'inventaire. Les décisions que Félix prend, il y a une rétroaction dans le système. Je vais vous passer un petit vidéo qui va expliquer, essentiellement, on utilise ça aussi en enseignement, fait qu'on a eu la chance d'avoir un documentaire à Canal D qui a eu lieu il y a 2 semaines. Je vais vous passer dans un instant le petit vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais pendant ce temps-là, Félix, lui, interagit avec la dernière version de SAP, qui est SAP HANA, et utilise à gauche un logiciel qui s'appelle SAP Lumira, qui est un logiciel de tableau de bord qui lui permet, qui l'informe essentiellement dans sa prise de décision pour la gestion des inventaires. Donc, on voit avec l'oculomètre, le déplacement des yeux de Félix entre l'application d'affaires et le tableau de bord, l'illustration, la visualisation des données que Félix a développées pour pouvoir résoudre son problème. Okay? Donc, allons-y avec la vidéo. On va vous laisser 10 minutes de stratégie. Vous réunissez, c'est le dernier round de jeu. La plupart des adultes qui occupent maintenant des postes de cadre ont grandi avec les jeux vidéo. Voilà pourquoi les jeux consacrés à la formation en entreprise explosent. Il faut avoir des objectifs beaucoup plus précis, c'est-à-dire que... Pour le premier tour de jeu, votre rôle, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne transmission d'informations et que l'équipe se parle bien. C'est la seule façon dont les gens, le vice-président et les gens des stocks peuvent parler à ceux qui prennent vraiment les décisions. Pour nous, le jeu, c'était une façon de rendre ça authentique. Donc, un groupe d'étudiants de MBA qui compétitionnent, c'est des gens très motivés pour qui gagner a beaucoup d'importance. Donc, c'était aussi une façon de créer une grande motivation. Mais notre objectif final, c'est vraiment de leur faire apprécier l'importance de la prise de décision collaborative dans l'organisation moderne. Création de valeur pour les actionnaires, l'équipe F, un retour sur l'équité de 18,5 %. Donc, une superbe performance pour l'équipe F. Félicitations. Le fait d'avoir un jeu de même dans le concept éducatif, c'est qu'on peut prendre des risques. Jusqu'à un certain point, on peut essayer des moves, on peut essayer des choses, puis il n'y a pas de conséquences, c'est pas négatif. On est capable de voir un peu comment le système ou le marché réagirait, comment la compétition se bougerait. L'autre affaire aussi, c'est plus un peu de voir la dynamique dans une équipe. On a différentes personnes, on a tous des caractères, des affaires comme ça, puis là, on a tous des rôles à jouer, on a une mission commune. Mais ça donne aussi une impression comment pourrait se passer en entreprise, les gens ensemble, les relations. Fait que le jeu nous amène à voir ces choses-là, mais encore une fois, sans risque. Donc, c'est de les pouvoir essayer, c'est de s'amuser. Voilà, l'équipe F mène toujours le jeu avec 73 298 € de profit, mais c'est l'équipe D qui prend la deuxième place avec 48 000. Bravo à l'équipe D. L'équipe B... C'est que je pense qu'il faut qu'on rattrape sur la marge. Alors, les ventes, là, on doit les laisser tomber. Puis c'est vraiment incroyable parce que c'est comme des petits blocs de briques qui sont en train de se monter. Et chaque journée, on ajoute des briques de connaissances et d'outils pour gérer nos entreprises. Et c'est fantastique. Puis on s'amuse en même temps.
ces images-là, c'est la courtoisie d'Écomédia. Donc, le reportage a eu lieu à Canal D et on m'a demandé de souligner que le reportage sera bientôt disponible sur leur plateforme. Tandis qu'on avait la vidéo, Félix a continué de travailler et ce qu'on a ici, c'est des cartes de chaleur, mais là avec une application d'affaires, dans ce cas-ci SAP. Et ce qu'on cherche à faire ici, c'est informer les développeurs de tableaux de bord, par exemple, pour être capable de trouver la meilleure façon de visualiser l'information dans une prise de décision d'affaires. Et ici, l'utilisation de l'oculométrie est utilisée de la manière suivante. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va calculer le nombre de visites à l'intérieur du tableau de bord et la durée de ces visites-là. Et un graphique difficile à comprendre, essentiellement, c'est un graphique sur lequel notre fixation va être prolongée et on va devoir y revenir plusieurs fois. Essentiellement, l'information est visuellement trop difficile, cognitivement trop complexe à comprendre et potentiellement, on pourrait changer la représentation graphique pour amener le décideur à prendre une décision éclairée plus rapidement. Okay? Donc, c'est un exemple de contexte dans lequel on utilise l'oculométrie pour informer le développement d'applications d'affaires. Dans un autre contexte, on étudie également la notion d'engagement ou de flow. Hein, c'est l'expérience optimale. Peut-être il y a des gens de l'industrie des jeux vidéo ici. C'est un contexte, le flow, ce qu'on cherche, c'est à créer une expérience optimale dans le jeu. On veut que la personne soit absorbée dans le jeu, soit intrinsèquement motivée. C'est un état généralement joyeux, mais la personne est tellement en état d'immersion dans l'interaction que le temps va passer plus vite et on va vraiment donc être en situation d'immersion. Bien, pour mesurer ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas interrompre la personne pour lui demander « Est-ce que tu es en état d'immersion? Hein? » C'est paradoxal, essentiellement, de poser la question interrompt l'interaction et on perd toute la richesse de l'interaction. Donc, essentiellement, une partie de nos recherches porte sur comment mesurer ce plaisir-là de jouer, soit dans des jeux comme ça. Ici, on a donc une démonstration d'un jeu vidéo. Mais dans quelques instants, je vais vous montrer les recherches qu'on effectue avec nos collaborateurs ici de l'UQAM, qui sont derrière, Patrick Charlin et son équipe du Neurolab de l'UQAM, qui ont été très gentils de nous passer certaines pièces d'équipement ce soir. On vous remercie beaucoup, les gars. Essentiellement, ce qu'on cherche à faire avec eux, c'est comprendre comment l'engagement d'apprenants, donc dans le contexte de jeux sérieux, comment on peut aller mesurer que des apprenants sont plus engagés. Donc, je vous passe la vidéo. Dans le jeu vidéo Mechanica, l'étudiant est appelé à se familiariser avec les effets de la gravité dans diverses situations sur Terre et dans l'espace d'une façon simple, rapide et agréable. Pour vérifier l'efficacité de cette approche, François Boucher-Jeunesse en mesure les effets avec les experts de l'UQAM au Tech3 Lab. Les yeux. Les travaux qu'on mène avec ton jeu, avec Mechanica, sont inédits dans la mesure où on collecte d'une manière synchronisée une série de mesures émotives, cognitives et comportementales, donc d'une personne qui est en train d'apprendre à travers le jeu Mechanica. Le programme va décomposer l'expression faciale du participant en 6 émotions principales, puis aussi en valence positive versus négative, donc si le participant se sent généralement bien ou mal. Merci. À nouveau, courtoisie d'Écomédia. Donc, pour mesurer l'expérience de manière non invasive, non intrusive, on ne veut pas déranger l'usager, il faut utiliser des mesures oculométriques et également physiologiques qui nous permettent d'aller inférer du niveau de stress, du niveau d'anxiété ou du niveau d'activation de la personne. Et Marie-Christine, ce soir, joue pour nous à Team Fortress, un des jeux qu'on utilise dans le cadre de nos recherches au Tech3 Lab. Et Marie-Christine va lever sa main ici, va nous montrer, elle a sur la main gauche, ici on ne va pas déranger ton jeu, excuse-moi, je t'ai sorti du flow. On a ici sur sa main, on mesure la sudation, on mesure essentiellement l'activité électrodermale, à quel point la moiteur des mains fait en sorte qu'on peut utiliser cette information-là pour nous informer du niveau de stress, d'engagement. Et il y a ample recherches qui ont été effectuées que ces mesures-là nous permettent de prédire cet état de flow. Et dans des recherches que nous, on a publiées au printemps dernier, on est capable de essentiellement doubler notre capacité à prédire la perception de flow de l'usager lorsqu'on utilise des mesures physiologiques telles que l'activité électrodermale, son rythme cardiaque et même des données électroencéphalographiques.
Donc, on peut vraiment informer de manière beaucoup plus riche que si on avait uniquement utilisé un questionnaire et a posteriori, on demande à la personne « Est-ce que tu as aimé ça? » Bien, c'est difficile de revenir et de dire exactement quand tu as aimé ça, parce qu'on va toujours tendance à avoir oublié, surtout les premiers moments de l'interaction, là où on apprend et là où on peut avoir plus de frustration sur les premiers moments de l'interaction. Donc, un exemple de nos recherches. L'autre élément, c'est la contagion émotionnelle. C'est en contexte de multigroupe, on a des gens qui, ensemble, ont du plaisir. Et c'est une théorie en psychologie, la contagion émotionnelle, qui fait en sorte que des gens vont avoir tendance à leurs émotions vont converger ensemble lors d'une interaction sociale. Et lorsqu'on joue, par exemple, à un jeu vidéo multijoueur, on va être avec d'autres joueurs qui eux-mêmes ont de l'émotion. Puis, est-ce qu'on peut aller utiliser cette information-là pour avoir des meilleurs modèles pour prédire l'état de flow des joueurs? Je vous passe une petite vidéo avant de vous donner les résultats. Donc, c'est ce qu'on a roulé récemment au laboratoire. Deux contextes, un contexte de jeux vidéo multijoueur, comme ce que vous voyez ici à l'écran, dans notre salle de groupe, où on est capable de partager les joueurs, de reproduire l'idée de contexte multijoueur où les joueurs jouent à distance. On voit les mesures physiologiques utilisées. Et un autre contexte de jeu où, dans ce cas-ci, les gens sont face à face et la contagion émotionnelle, donc visuelle, s'ajoute au contexte. Un autre contexte expérimental, c'est, dans ce cas-ci, c'est un jeu de tennis qui est utilisé. Les gens sont côte à côte et cette fois-ci, on utilise des casques électroencéphalographiques pour mesurer à quel point les gens sont en synchronicité en contexte, à ce moment-là, de coopération. On les fait jouer en double au tennis, puis on regarde à quel point ils peuvent aligner leurs mouvements ensemble. Donc, voici deux exemples de nos projets en cours au laboratoire. Des résultats très préliminaires, là, essentiellement, on a des modèles capables de prédire jusqu'à 60% de la perception de flow lorsqu'on ne considère pas juste la physiologie d'un joueur, du joueur A, mais également la physiologie de la personne avec laquelle elle joue. Et ce type de modèle-là, essentiellement, à quoi ça peut servir, c'est de, vous savez, le flow, cette perception-là de plaisir est un grand prédicteur de la volonté de continuer à jouer. Et si on peut créer des contextes dans lesquels les gens ont plus de plaisir, bien, ils jouent plus à vos jeux puis ils en achètent plus. Et si on est capable de mieux pairer les joueurs ensemble pour maximiser leur plaisir dans des contextes multijoueurs, bien, il y a là beaucoup de potentiel pour être capable d'augmenter la valeur du jeu. Voilà. D'autres recherches qu'on mène utilisant les mêmes technologies de Face Reader, c'est assez intéressant à quel point on peut prédire la volonté, par exemple, de changer l'intensité du jeu uniquement avec l'émotion faciale, d'être capable de détecter bien en avant que le jeu, par exemple, est trop difficile et la volonté pour un joueur de vouloir réduire la vitesse du jeu. Donc, c'est un autre contexte de recherche qu'on n'a pas encore publié. Voilà, ça termine la section des interfaces dynamiques. Merci.